Mesdames et messieurs, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la suite de l'innervation du membre inférieur en mettant en place le plexus lombosacré. Nous avions vu la dernière fois le plexus lombaire. Le plexus lombosacré est l'autre grand plexus qui va donner naissance au nerf du membre inférieur. Dans la nomenclature internationale, on va dire stricte, c'est le plexus sacré qui va nous intéresser aujourd'hui. Cela dit, dans la réalité des faits, la participation très importante sur le plan fonctionnel et clinique des 4e et 5e nerfs spinaux lombaires, formant le tronc lombosacré, fait que nous préférons de façon pédagogique utiliser le terme de plexus lombosacré. Le plexus lombosacré se constitue à partir des rameaux ventraux des nerfs spinaux L4 et L5, les deux derniers nerfs spinaux sacrés, lombaires, et à partir des rameaux ventraux des nerfs spinaux sacrés S1, S2 et S3, que nous représentons comme ceci par des croix. Le plexus lombosacré, comme nous l'avions vu dans le plexus lombaire, va donner des rameaux collatéraux. Ces rameaux collatéraux, nous les avions déjà évoqués dans le cours sur la région glutéale, car ces rameaux vont essentiellement se destiner à l'innervation des muscles de la région glutéale, et va donner un rameau terminal unique qui est le nerf sciatique ou nerf ischiatique. Les rameaux collatéraux se distribuent de la manière suivante. Les rameaux ventraux de L4, de L5 et de S1 se réunissent pour donner naissance à deux nerfs, le nerf glutéal supérieur, nerf des muscles moyens fessiers, petits fessiers et tenseur du fascia lata, et le nerf du muscle carré fémoral, nerf du muscle carré fémoral qui, rappelez-vous, également donne l'innervation du muscle jumeau inférieur. Un peu plus bas, les rameaux ventraux des nerfs spinaux L5, S1 et S2 se réunissent pour donner naissance au nerf glutéal inférieur, qui est le nerf du muscle grand fessier, muscle grand glutéal, et de cette réunion de rameaux de nerfs issus des rameaux ventraux L5, S1 et S2 va également se détacher le nerf du muscle obturateur interne, qui fait partie des pelvitrocantériens, nerf qui va également donner l'innervation du muscle jumeau supérieur. Puis, un peu plus bas, les rameaux ventraux des nerfs spinaux S1 et S2 se réunissent pour donner naissance au nerf du muscle piriforme, et le dernier rameau collatéral du plexus lombosacré se détache des rameaux ventraux des nerfs spinaux S1, S2 et S3 qui donnent le nerf cutané postérieur de la cuisse, qui lui est un nerf sensitif qui va tenir sous sa dépendance la partie inférieure de la région glutéale par les nerfs cluniaux inférieurs, puis un large territoire cutané à la face postérieure de la cuisse. Ces nerfs constituent par conséquent les rameaux collatéraux du plexus lombosacré et, comme vous le voyez, se destinent essentiellement à l'innervation de la région glutéale. Le rameau terminal de ce plexus lombosacré, et c'est sur ces éléments, c'est sur cet élément que nous allons axer l'essentiel du cours. Pour les rameaux collatéraux, je vous renvoie au cours sur la région glutéale. Le nerf sciatique est le principal, ou nerf ischiatique, est le rameau terminal du plexus lombosacré. Celui-ci se forme à partir de fibres nerveuses qui proviennent des rameaux ventraux des 5 nerfs spinaux qui sont impliqués dans le plexus lombosacré. Ainsi, L4 et L5 envoient des fibres qui se réunissent pour former le tronc lombosacré, qui plonge
dans le pelvis et qui reçoit des fibres issues de S1, de S2 et de S3, l'ensemble venant constituer le nerf sciatique, nerf ischiatique, qui est le plus gros nerf de l'organisme et qui constitue le rameau terminal du plexus lombosacré, qui va tenir sous sa dépendance toute l'innervation motrice de la région postérieure de la cuisse, puis qui va innerver toute la jambe et le pied. Voici pour la constitution de ce plexus, et nous allons à présent décrire de la racine du membre inférieur vers l'extrémité l'arborisation de ces nerfs issus du plexus lombosacré. Pour ceci, nous allons tout d'abord nous intéresser sur cette vue postérieure orientée crânialement et latéralement et sur laquelle est représentée ici la ceinture pelvienne avec donc l'os coxal droit, le sacrum et le coccyx vers la partie médiane, le ligament sacro-tubéral, le ligament sacro-épineux et nous avons ici en vue postérieure le fémur. Pour pouvoir comprendre comment s'organise comment le nerf sciatique arrive dans la région glutéale et ensuite dans la région postérieure de la cuisse, nous allons placer quelques éléments de repères musculaires. Et pour ceci, tout d'abord, récliner ici le muscle grand glutéal que nous ouvrons à la manière d'un livre, comme nous l'avions fait dans le cours sur la région glutéale. Vous reconnaissez donc ici la partie proximale de ce muscle qui s'insère sur la partie postérieure de l'os coxal, en arrière de la ligne glutéale postérieure, qui s'insère sur le versant postérieur de la crête iliaque, sur le sacrum, le coccyx, le ligament sacro-tubéral, et que nous réclinons comme ceci vers le dedans. La partie distale du muscle va nous montrer ici son faisceau profond qui se termine sur la tubérosité glutéale et la partie initiale du versant latéral de la ligne âpre du fémur. Voici la partie distale profonde du muscle grand fessier, muscle grand glutéal, qui correspond au plan le plus superficiel de cette région, de la racine de la cuisse, et qu'il convient d'écarter de manière à pouvoir étudier la manière dont le nerf ischiatique arrive dans la région. Sous ce plan du muscle grand glutéal va se placer le plan des muscles moyens et petits glutéal que je ne vais pas représenter. Nous allons ensuite avoir le plan profond, le plan des muscles pelvitrocantériens, et à cette fin, il est important de replacer ici le muscle piriforme, qui est ce muscle qui prend son origine au niveau de la face antérieure du sacrum, au niveau des deuxième et troisième foramen sacrés ventraux, qui émerge du pelvis par la grande incisure ischiatique et qui vient se terminer au sommet du grand trochanter. En effet, le muscle piriforme délimite avec la grande incisure ischiatique deux éléments. Le canal suprapiriforme par lequel va émerger le nerf glutéal supérieur que je vous place ici et qui se destine aux muscles moyens glutéal, petit glutéal et tenseur du fascia lata, et délimite en dessous de lui le canal infrapiriforme d'où va émerger le nerf glutéal inférieur, ici placé et qui se destine au muscle grand glutéal, et surtout va émerger le nerf sciatique et le nerf cutané postérieur de la cuisse.
Nous avons en dessous du niveau du muscle piriforme le muscle obturateur interne, dont je vous place ici la partie intrapelvienne puis la partie exopelvienne, avec son tendon qui rejoint le grand trochanter, accompagné par les muscles jumeaux supérieurs qui s'insèrent sur l'épine ischiatique, jumeaux inférieurs qui s'insèrent sur la tubérosité ischiatique. En dessous de ce plan, le muscle carré fémoral étendu entre le grand trochanter et la tubérosité ischiatique. Pour ceux d'entre vous qui dessinez, n'appuyez pas trop sur vos crayons car ces éléments vont être traversés par vont être croisés par les éléments nerveux que nous allons mettre en place dans un instant. Ceci constitue donc un rappel, ce sont les éléments de la région glutéale dont l'innervation dépend des rameaux collatéraux du plexus tombosacré. Nous allons ensuite nous intéresser à la région de la cuisse et pour comprendre la distribution de ces éléments, nous rappellerons la présence ici du muscle grand adducteur dont vous voyez le faisceau vertical qui s'insère au niveau de la tubérosité ischiatique, la partie toute inférieure de la branche de l'ischium, et qui par un tendon épais va se terminer sur le tubercule du grand adducteur. Faisceau vertical inférieur du muscle grand adducteur, qui présente par ailleurs un faisceau oblique qui vient se terminer, comme nous pouvons le placer ici, sur la lèvre médiale de la ligne âpre du fémur. Nous avons vers le bas l'arcade fibreuse du grand adducteur qui délimite le hiatus du grand adducteur, permettant aux vaisseaux fémoraux de devenir poplités. CF court sur la vascularisation de la cuisse. Nous allons placer dans un plan un peu plus postérieur et venant s'insérer ici sur la tubérosité ischiatique, le tendon d'insertion commun des muscles ischio-jambiers qui constituent les muscles de la loge postérieure de la cuisse. Ils sont ici encore indifférenciés. C'est le tendon commun pour les muscles semi-tendineux et semi-membraneux médialement et le chef long du muscle biceps fémoral latéralement. On replacera à la partie distale de la cuisse uniquement latéralement le tendon terminal du muscle biceps fémoral, tendon terminal cylindrique qui ici va se porter latéralement pour venir se terminer au niveau du sommet de la tête de la fibula et sur son versant antérieur. Tendon du muscle biceps fémoral que nous allons représenter, rejoint par le chef court du muscle biceps fémoral, chef court du biceps fémoral qui s'insère sur la moitié inférieure du versant latéral de la ligne âpre, ce que nous pouvons placer comme ceci. Arrivant au niveau de la racine de la cuisse, deux éléments nerveux principaux vont nous intéresser. Un nerf sensitif pur, nerf cutané postérieur de la cuisse, que nous allons placer d'emblée, puis que nous laisserons ensuite de côté. Nerf cutané postérieur de la cuisse, qui est un nerf qui est donc issu des rameaux ventraux des nerfs spinaux S1, S2 et S3, qui sort du pelvis par le canal infrapiriforme, qui suit un trajet vertical vers le bas, entre le plan des pelvis trochantériens et le plan du muscle grand glutéal, et qui croise le bord inférieur du muscle grand glutéal, grand fessier, donnant les nerfs cluniaux inférieurs qui
qui ont donc un trajet récurrent, venant alors innerver la peau de la partie inférieure de la région glutéale. Plus bas, le nerf cutané postérieur de la cuisse est un nerf qui va recueillir la sensibilité de la peau de la partie inférieure, de la partie postérieure de la cuisse jusqu'à la face postérieure du genou. Avec le nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf ischiatique va alors arriver, va sortir de la région pelvienne et va venir se placer dans la région glutéale. Le nerf ischiatique est le nerf le plus volumineux du corps, puisque c'est un nerf qui a, on peut dire globalement, la taille d'un index. Il arrive dans la région glutéale en passant dans le canal infrapiriforme. Il présente un trajet courbe initialement, vers le bas, vers le dedans, vers le dehors, et se projette au niveau du cadran inféromédial de la fesse, ce qui, je vous le rappelle, fait qu'il convient de réaliser les injections intramusculaires dans la région glutéale au niveau du cadran supéro-latéral. Le nerf sciatique, nerf ischiatique, chemine donc dans le plan entre le grand fessier superficiellement et les pelvitrocantériens en profondeur. Il croise l'obturateur interne accompagné des deux muscles jumeaux, puis il croise le muscle carré fémoral et va alors arriver dans la région postérieure de la cuisse où il présente un trajet vertical vers le bas venant se projeter à l'aplomb des muscles pelviques, des muscles ischio-jambiers entre le biceps fémoral latéralement et les muscles semi-tendineux et semi-membraneux en dedans. Le nerf sciatique ou nerf ischiatique va présenter un trajet vertical vers le bas dans la région postérieure de la cuisse. Il va dans ce trajet assurer l'innervation motrice des trois ischio-jambiers, donc il va donner les nerfs du semi-tendineux, du semi-membraneux et des deux chefs du muscle biceps fémoral, et il va également donner l'innervation motrice de la portion verticale du muscle, de la partie verticale, du muscle grand adducteur. C'est donc le nerf des ischio-jambiers et essentiellement extenseur de la hanche et fléchisseur du genou, comme le sont les muscles ischio-jambiers. Au niveau de la jonction entre le tiers moyen et le tiers inférieur de la cuisse, le nerf sciatique, habituellement, se termine en donnant ces deux rameaux terminaux que sont le nerf tibial, qui prolonge le trajet vertical vers le bas du nerf ischiatique, et le nerf fibulaire commun, qui lui va se porter vers le dehors et va être satellite du tendon du muscle biceps fémoral, accompagnant donc ce tendon, présentant un trajet qui se porte vers le bas et vers le dehors pour venir ensuite cravater le col de la fibula et venir se diviser en donnant les nerfs fibulaires superficiels et profonds. Notez que cette terminaison du nerf sciatique en nerf tibial et nerf fibulaire commun se fait le plus souvent à la jonction tiers moyen, tiers inférieur de la cuisse, mais elle peut se faire beaucoup plus haut et il n'est pas exceptionnel d'avoir un nerf ischiatique déjà divisé en nerf tibial et nerf fibulaire commun au niveau du canal infrapiriforme. Donc nerf sciatique, origine dans le pelvis par réunion des rameaux ventraux des nerfs spinaux L4 à S3, trajet intrapelvien, puis arrivé dans la région glutéale par le canal infrapiriforme,
trajet arqué dans la région glutéale, puis trajet vertical vers le bas dans la région postérieure de la cuisse où il assure l'innervation des ischio-jambiers et du faisceau vertical du grand adducteur, et terminaison à la jonction tiers moyen tiers inférieur de la cuisse en nerf tibial et en nerf fibulaire commun. Nous allons dans un premier temps nous intéresser au devenir du nerf fibulaire commun, puis nous intéresserons à ce que va donner le nerf tibial. Le nerf fibulaire commun accompagne le tendon du muscle biceps fémoral et avec lui va arriver au niveau du col de la fibula où il se projette, qu'il croise, qu'il cravate, où il peut d'ailleurs être comprimé, et à la partie haute de la jambe, le nerf fibulaire commun se termine en donnant le nerf fibulaire superficiel et le nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire superficiel est le nerf de la loge latérale de la jambe, de la loge des muscles fibulaires, et nous allons nous intéresser à ce nerf sur une vue latérale de la jambe, où vous reconnaissez la tête de la fibula, la malléole fibulaire, en profondeur de ce plan le tibia, dont nous avons représenté ici le condyle latéral et ici l'extrémité distale, et ici se place le squelette de l'arrière-pied avec le talus et le calcaneus. La loge latérale de la jambe, loge des muscles fibulaires, est constituée de deux muscles que sont les muscles longs et courts fibulaires. Je vous place ici le muscle long fibulaire qui présente donc une insertion sur la tête de la fibula, puis sur la moitié supérieure de la face latérale de la fibula, ainsi que les septums intermusculaires antérieurs et postérieurs. Le corps charnu du muscle long fibulaire se prolonge par un tendon cylindrique épais qui va venir croiser la malléole latérale dans un sillon et va ensuite, vous le savez, contourner le bord latéral de la région du tarse postérieur, passer sous la trochlée des muscles fibulaires pour croiser la région plantaire et se terminer médialement au niveau du cunéiforme médial et de la base médiale du premier métatarsien. En dessous du muscle long fibulaire, le court fibulaire s'insère sur la moitié inférieure de la face latérale de la fibula. Il déborde un peu en arrière et en avant ici le muscle long fibulaire et se prolonge par un tendon qui va se placer en avant du muscle précédent. Je vais le représenter d'ailleurs dans un verre différent. Et le tendon du muscle court fibulaire, après avoir contourné par en arrière la malléole latérale dans un sillon postéro-latéral, eh bien, va passer au-dessus de la trochlée des muscles fibulaires pour rejoindre le tubercule, la tubérosité de la base du cinquième métatarsien. Nous représentons ici le tendon du muscle biceps fémoral, accompagné du nerf fibulaire commun. Voici le nerf fibulaire commun qui va, avec ce tendon, venir cravater le col de la fibula, où il peut être comprimé, et ensuite passer entre le chef céphalique et le chef diaphysaire du muscle long fibulaire pour se diviser en nerf fibulaire superficiel et nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire commun, à cet endroit, va donner un rameau collatéral qui est le nerf cutané sural latéral qui possède un territoire sensitif cutané
à la face latérale de la jambe, au niveau de sa moitié supérieure, et va également donner un rameau communicant qui va rejoindre le nerf cutané sural médial, issu du nerf tibial. On va revoir ça dans un instant. Lorsqu'il s'est engagé dans la loge latérale de la jambe, le nerf fibulaire commun va donc se diviser pour donner le nerf fibulaire profond qui va partir dans la loge antérieure et le nerf fibulaire superficiel qui va cheminer entre le long et le court fibulaire qu'il contribue à innerver. Ce sera donc le nerf des muscles fibulaires, le nerf des éverseurs du pied et le nerf du maintien de la voûte plantaire, conformément à la fonction des muscles fibulaires. À la partie inférieure de la jambe, le nerf fibulaire superficiel devient superficiel, il émerge entre le muscle long fibulaire et le muscle court fibulaire, il perfore le fascia sural, passe donc dans les espaces superficiels de la jambe, puis va descendre jusqu'au coup de pied et au niveau de l'articulation de la cheville qu'il croise en passant dans les espaces superficiels, c'est-à-dire en passant au-dessus du rétinaculum des extenseurs, et le nerf fibulaire superficiel arrive alors dans la région dorsale du pied où il se termine en se divisant en nerfs cutanés dorsaux. Il existe un nerf cutané dorsal médial et un nerf cutané dorsal intermédiaire. Nous pouvons représenter ceci de cette manière. Le nerf fibulaire superficiel qui perfore le fascia sural, qui arrive dans la région du dos du pied, où il se divise en deux rameaux terminaux. Le nerf cutané dorsal médial, qui se porte vers la partie médiale de la face dorsale de l'hallux, ou gros orteil, qu'il va contribuer à innerver. Et le nerf cutané dorsal intermédiaire, qui lui va se diviser pour donner des nerfs cutanés dorsaux propres, latéraux et médiaux, venant assurer l'innervation de la quasi-totalité de la face dorsale du pied, à l'exclusion de la face dorsale de la première commissure interorteil. Le nerf fibulaire superficiel va ainsi être un nerf mixte ayant un territoire moteur qui est celui des muscles fibulaires pour l'éversion du pied et le maintien de la voûte plantaire, et un territoire sensitif qui va prendre la partie distale de la face antérieure de la jambe, la région du coup de pied, et qui va innerver la peau de la région dorsale du pied à l'exclusion de la face dorsale de la première commissure interdigitale. Nerf fibulaire superficiel. Le nerf fibulaire commun donne ensuite un deuxième rameau de division qui est le nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire profond, lui, il va venir se porter vers la région antérieure de la jambe, ce que nous pouvons maintenant mettre en évidence sur une vue antérieure. Vous reconnaissez ici le tibia, la fibula, la membrane interosseuse ou ligament interosseux, le système du rétinaculum des extenseurs et une partie ici du squelette du pied. Vous reconnaissez le cuboïde, les trois cunéiformes et les 5 métatarsiens qui ont été sectionnés au niveau de leur partie moyenne. On va replacer ici le tendon du muscle biceps fémoral, tendon du muscle biceps fémoral qui accompagne le nerf fibulaire commun que nous plaçons à cet endroit-là et que nous voyons se diviser en un nerf fibulaire superficiel latéralement pour la loge des fibulaires et un nerf fibulaire profond, que je place ici, qui va venir se placer en avant de la membrane interosseuse, innervant donc les muscles de la loge antérieure de la jambe.
Ces muscles, vous les connaissez, sont ici le muscle tibial antérieur, qui est un muscle qui s'insère sur les 2/3 supérieurs, on peut dire, de la face latérale du tibia et sur la membrane interosseuse ou ligament interosseux de la jambe en regard. Ce muscle tibial antérieur va à la partie inférieure de la jambe se prolonger par un tendon épais, cylindrique, qui passe sous le rétinaculum des extenseurs et qui va venir se terminer au niveau de l'os cunéiforme médial et sur la base dorsale du premier métatarsien. Latéralement, nous avons deux muscles qui sont constants au niveau de la région antérieure de la jambe. Ces deux muscles sont le muscle long extenseur des orteils, que nous représentons ici fortement récliné vers le dehors. Ce muscle long extenseur des orteils va s'insérer sur le condyle tibial latéral, sur la face médiale de la fibula en avant de la crête d'insertion du ligament interosseux de la jambe et va s'insérer sur la membrane interosseuse. Nous le représentons ici récliné vers le dehors. Ce muscle se prolonge par un tendon qui va passer sous le rétinaculum des extenseurs et qui va, à sa sortie du rétinaculum des extenseurs, se diviser en 4 languettes tendineuses qui vont se porter chacune vers la face dorsale de l'orteil correspondant pour se terminer au niveau des phalanges intermédiaires et distales des 4 orteils latéraux. Ce muscle va ainsi être un muscle extenseur de la cheville, extenseur des orteils. En dessous de ce muscle apparaît enfin le muscle long extenseur de l'hallux ou gros orteil, qui est un muscle dont l'insertion se fait au niveau de la fibula et au niveau de la membrane interosseuse et dont le tendon, après être passé sous le rétinaculum des extenseurs, va rejoindre la face dorsale de l'hallux pour se terminer au niveau de sa phalange distale. Le nerf fibulaire profond va donc naître du nerf fibulaire superficiel, croiser les muscles fibulaires, puis va se placer en avant de la membrane interosseuse ou ligament interosseux, cheminant entre les muscles tibial antérieur médialement, long extenseur des orteils puis de l'hallux latéralement. Il passe, lui, sous le rétinaculum des extenseurs et dans la région du pied se porte en direction du premier espace interosseux. Dans son trajet dans la région de la jambe, ce nerf va donner l'innervation des muscles de la loge antérieure, c'est-à-dire le tibial antérieur, le long extenseur des orteils, le long extenseur de l'hallux, le troisième fibulaire, lorsque ce muscle existe, et arrivant dans la région du dos du pied, eh bien, le nerf fibulaire profond donnera l'innervation des muscles courts extenseurs des orteils et de l'hallux, et il se porte en direction du premier espace interosseux, où il devient alors superficiel et se porte vers
la première commissure interdigitale venant donner l'innervation sensitive de la peau de la face dorsale de la première commissure interdigitale, donnant ainsi le nerf cutané dorsal propre et latéral de l'hallux et le nerf cutané dorsal propre et médial du deuxième orteil. Le nerf fibulaire profond, innervant les muscles de la loge antérieure de la jambe, et donc essentiellement le nerf de l'extension de la cheville, c'est le nerf des releveurs du pied, et sa paralysie va s'accompagner d'une paralysie des muscles releveurs du pied, ce que l'on appelle un steppage, ce qui donne un steppage en clinique. Toutefois, les atteintes sont plus fréquentes au niveau du nerf fibulaire commun lorsque celui-ci croise le col de la fibula, par exemple dans les fractures de la tête ou du col de la fibula, ou par des phénomènes de compression, comme par exemple dans le syndrome des vendangeurs. Nerf fibulaire commun, nerf fibulaire superficiel, nerf fibulaire profond, constituent donc l'arborisation du contingent latéral de division du nerf sciatique, nerf ischiatique. Le contingent de division médiale de ce nerf, c'est le nerf tibial qui va prolonger le trajet vertical vers le bas du nerf sciatique, qui passe en arrière de l'articulation du genou, croisant donc la région poplitée dont il constitue l'élément le plus superficiel, et ce nerf, eh bien, on va ensuite très logiquement le retrouver dans la région postérieure de la jambe, que nous allons à présent compléter sur cette vue postérieure du squelette jambier. Vous reconnaissez l'extrémité distale du fémur, la partie postérieure de la capsule articulaire du genou avec les coques condyliennes. Vous avez ici l'échancrure intercondylienne, les tubercules supracondylaires, latérales et médiales, les crêtes supracondylaires, la surface poplitée du tibia, la ligne du muscle soléaire, la face postérieure de la diaphyse tibiale avec sa crête verticale, le ligament interosseux, la diaphyse de la fibula avec ici son bord postérieur permettant de distinguer la face médiale et la face postérieure. Et vous avez tout à fait en bas ici le pilon tibial avec les gouttières du muscle long fléchisseur de l'hallux et ici des muscles tibiales postérieurs et long fléchisseur des orteils. Venant s'insérer au niveau du tubercule supracondylaire et au niveau des coques condyliennes, nous plaçons ici les deux chefs du muscle gastrocnémien que nous réclinons vers le haut, muscle chef médial et chef latéral du muscle gastrocnémien. Ces deux muscles venant dessiner la partie inférieure du losange de la région poplitée. Un petit peu en dessous se place le ligament poplité arqué qui délimite, rappelez-vous, un point de passage au niveau de la capsule articulaire du genou pour le muscle poplité qui s'insère sur l'épicondyle latéral du fémur et qui se termine sur la surface poplitée du tibia. Muscle poplité. Nous avons ensuite un petit peu en dessous, venant s'insérer sur la crête du muscle soléaire, sur une arcade fibreuse et ensuite sur la tête de la fibula, le muscle soléaire que nous avons très largement réséqué. Nous en laissons ici une petite partie
supérieur, le muscle soléaire venant constituer l'élément le plus profond le chef profond du muscle triceps sural, muscle triceps de la jambe. Voici l'insertion du muscle soléaire. Et en dessous du muscle soléaire, eh bien, à la face postérieure du squelette jambier, vont venir se placer les éléments musculaires constituant le plan profond des muscles de la jambe, avec le tibial postérieur que nous voyons ici avec sa disposition bipénée classique venir s'insérer sur la face postérieure de la diaphyse du tibia, sur la face médiale de la diaphyse fibulaire, ainsi que sur le ligament interosseux, et se prolonger par un tendon qui coulisse en arrière de l'extrémité distale du tibia pour venir rejoindre la région plantaire et se terminer sur la tubérosité de l'os naviculaire. Médialement, le muscle long fléchisseur des orteils, muscle long fléchisseur des orteils, qui s'insère à la face postérieure du tibia et se prolonge par un tendon qui coulisse dans la même gouttière que le tendon du tibial postérieur, long fléchisseur des orteils, et qui va ensuite rejoindre la région plantaire pour venir se terminer au niveau des phalanges distales des 4 orteils latéraux. Et latéralement va se placer ici le muscle long fléchisseur de l'hallux qui s'insère à la face postérieure de la fibula et qui se prolonge par un tendon qui lui coulisse dans une gouttière propre, puis à la face postérieure de la 3e malléole de Desto, puis qui s'engage entre les 2 tubercules latéral et médial du talus avant que de venir se cheminer dans la région plantaire pour venir se terminer au niveau de la phalange distale du gros orteil ou hallux. Une fois ces éléments musculaires rajoutés, on placera pour mémoire ici légèrement récliné le tendon terminal du muscle biceps fémoral, tendon terminal légèrement récliné du biceps fémoral. Et donc nous allons pouvoir replacer nos éléments nerveux avec ici le nerf tibial qui prolonge le trajet vertical vers le bas du nerf sciatique, nerf ischiatique, et nerf ischiatique qui a donné le nerf fibulaire commun, dont nous allons simplement placer ici une partie du trajet. Il accompagne le tendon du muscle biceps fémoral pour venir cravater le col de la fibula. C'est à cet endroit-là que le fibulaire commun donne le nerf cutané sural latéral pour la peau de la face latérale de la jambe et un rameau communicant qui va rejoindre le système du nerf tibial. Le nerf tibial, lui, donc, va cheminer à la face postérieure du genou. Il constitue l'élément le plus superficiel du creux poplité, puis il s'engage sous l'arcade du muscle soléaire et va ensuite se retrouver au niveau de la région postérieure de la jambe, où il chemine dans l'espace entre le plan superficiel des muscles de la loge postérieure de la jambe, c'est-à-dire le plan du muscle triceps sural,
représenté par le solaire, et il chemine au-dessus des muscles profonds, tibial postérieur, long fléchisseur des orteils, essentiellement, accompagnant les vaisseaux tibiaux postérieurs évoqués la dernière fois. Le nerf tibial va alors venir passer dans le canal tarsien en arrière de la malléole médiale, et dans le canal tarsien, il se divise en donnant les nerfs plantaires, latéral et médial, déjà étudiés dans le cours sur la région plantaire, auquel je vous renvoie pour étudier les détails de ces éléments nerveux. Je replace ici pour mémoire, mais on va en avoir besoin tout à l'heure, le tendon, ici, calcanéen, tendon terminal du muscle triceps sural, puisqu'il y a ici une application clinique, c'est la recherche du réflexe ostéotendineux tricipital. Dans son trajet, le nerf tibial va donner des rameaux collatéraux qui sont des rameaux musculaires, donc moteurs, ou des rameaux sensitifs. Ces nerfs sont les deux nerfs ici des deux chefs du muscle gastrocnémien, latéral et médial. Il va donner un rameau articulaire pour l'articulation du genou. Il va donner un rameau moteur pour le muscle poplité. Il donne le nerf du muscle solaire. Et avant de passer sous l'arcade du muscle solaire, le nerf tibial va donner naissance à un nerf sensitif qui est le nerf cutané sural médial. Nerf cutané sural médial qui devient superficiel, c'est-à-dire qui va perforer le fascia sural, et qui est rejoint par le rameau communicant issu du nerf fibulaire commun, devenant alors nerf sural. Ce nerf va cheminer à la face postérieure de la jambe, accompagnant la veine petite saphène. Il passe en arrière de la malléole latérale et va se terminer au niveau de la peau du bord latéral du pied, recueillant ainsi l'innervation sensitive d'une partie postéro-latérale de la peau de la jambe et du bord latéral du pied. Dans la région de la jambe, le nerf tibial va donner le nerf interosseux pour le muscle tibial postérieur, des rameaux moteurs pour les muscles longs fléchisseurs des orteils, tibial postérieur, long fléchisseur de l'hallux, et avant de s'engager dans le canal tarsien et de se terminer en nerf plantaire, il va donner des rameaux sensitifs calcanéens pour la peau de la région du talon. Rameaux calcanéens. Ainsi donc, le nerf tibial est le nerf de la région postérieure de la jambe, innervant le muscle triceps sural et les muscles longs fléchisseurs des orteils de l'hallux, le muscle tibial postérieur. C'est donc le nerf de la flexion de la cheville, c'est celui qui permet de marcher sur la pointe des pieds, et ce sera également le nerf de l'inversion du pied. Les deux rameaux terminaux du nerf tibial, nerf plantaire latéral et nerf plantaire médial, sont des nerfs qui vont avoir un territoire moteur et sensitif au niveau de la région plantaire. Je vous renvoie au cours correspondant pour revoir ces éléments dans le détail. On résumera simplement le territoire
sensitif de ces deux nerfs, en rappelant que le nerf plantaire latéral tiendra sous sa dépendance le quart, tiers latéral de la peau de la région plantaire, alors que le nerf plantaire médial, lui, va tenir sous sa dépendance les 2 tiers ou 3 quarts médiaux de la région plantaire. Sur le plan clinique, la percussion au marteau à réflexe du tendon calcanéen explore le réflexe ostéotendineux tricipital qui explore la racine S1, niveau médulaire S1. Nous reste à présent à faire la synthèse des territoires sensitifs des nerfs ainsi étudiés en reprenant respectivement une vue antérieure et postérieure du membre inférieur. Sur la vue antérieure, nous pouvons placer en haut la partie toute latérale du bord latéral de la cuisse qui est sous la dépendance du rameau latéral du nerf ilio-hypogastrique, et ensuite la face latérale de la cuisse, elle va être innervée par le nerf cutané latéral de la cuisse, rameau collatéral du plexus lombaire. Donc là, il faut vous référer au cours précédent, et ce nerf cutané latéral de la cuisse, eh bien, on va retrouver son territoire à la fois à la partie antérolatérale de la cuisse et à la partie postérolatérale. Nous avons ensuite en avant ici le territoire sensitif du nerf génitofémoral, et médialement le territoire sensitif du nerf ilio-inguinal, qui se place donc à la partie toute médiale ici de la région du trigone fémoral. Le nerf obturateur, ce sont des rappels, le nerf obturateur présente un territoire sensitif qui est présent au bord médial de la cuisse, suspendu entre le territoire du nerf fémoral et le territoire du nerf ilio-inguinal. Et ce territoire, eh bien, il est important de s'en rappeler en clinique, car des douleurs projetées sur ce territoire sensitif peuvent survenir lorsque des pathologies intrapelviennes viennent concerner le nerf obturateur. Le territoire du nerf obturateur vient se retrouver également, vient déborder également ici, légèrement, au niveau de la face postérieure ici de la cuisse, mais toujours, vous voyez, sur le versant médial. Nous avons ensuite un large territoire cutané antérieur au niveau de la cuisse et du genou, et médial au niveau de la jambe, par l'intermédiaire du nerf saphène. C'est le territoire sensitif du nerf fémoral, et si nous reprenons ici la vue postérieure, eh bien, nous pouvons placer la partie postérieure ici du territoire du nerf fémoral par l'intermédiaire du nerf saphène, qui va donc recueillir la sensibilité de la peau de la face médiale de la jambe. Ça, c'est ce que nous avions étudié la dernière fois lors du cours sur le plexus lombaire. Il nous reste maintenant à mettre en place les territoires tronculaires des nerfs issus du plexus lombosacré, et nous en avons un premier à mettre en place, qui est effectivement celui du nerf cutané postérieur de la cuisse, qui
comprend un territoire qui va de la partie inférieure ici de la région glutéale par les nerfs clunio-inférieurs, englobant la face postérieure de la cuisse et venant descendre jusqu'à la face postérieure du genou. En dessous de ce territoire va se placer le territoire du nerf cutané sural latéral. Voici ce territoire qui comprend une zone cutanée latérale à la face latérale du genou et à la partie supérieure de la jambe, territoire ici du nerf cutané sural latéral, branche du nerf fibulaire commun. On peut remettre le nerf saphène un petit peu plus comme ceci, et là le nerf cutané sural latéral. Nous avons ensuite deux configurations, ce qui se passe en avant et ce qui se passe en arrière. En avant, au niveau de la face antérieure de la moitié inférieure de la jambe, au niveau du coup de pied et au niveau de la face dorsale du pied à l'exclusion de la première commissure, eh bien, se place le territoire sensitif du nerf fibulaire superficiel, nerf fibulaire superficiel, rameau de division du nerf fibulaire commun. Et puis nous avons cette petite zone sensitive tout à fait distale concernant la face dorsale de la première commissure qui est sous la dépendance du nerf fibulaire profond. En arrière, eh bien, nous allons avoir tout d'abord, eh bien, à la partie postéro-latérale ici de la jambe, le territoire sensitif du nerf sural issu du nerf tibial et qui devient sural après avoir reçu un rameau communicant issu du nerf fibulaire commun. Le territoire sensitif du nerf sural, le territoire cutané, correspond à une zone postéro-latérale de la jambe, englobant la région de la malléole latérale et venant se prolonger au niveau du bord latéral du pied. Enfin, eh bien, le reste du territoire sensitif du membre inférieur va comprendre la peau ici de la région du talon, peau de la région du talon, qui est sous la dépendance des rameaux calcanéens du nerf tibial, qui vont tenir sous leur dépendance la peau de la région du talon. Et ensuite, la peau de la face plantaire du pied dépend sur le plan sensitif des nerfs plantaires. La peau plantaire ainsi que la face plantaire du premier orteil ou hallux, du deuxième orteil, du troisième orteil et de la moitié médiale du quatrième orteil dépend du nerf plantaire médial par ses rameaux de division cutanée. Les rameaux de division moteur du nerf plantaire médial, le territoire moteur du nerf plantaire médial comprenant les muscles abducteurs et court fléchisseur de l'hallux, ainsi que le muscle court fléchisseur des orteils et le premier lombrical. La peau plantaire des 2/3 latéraux du pied, ainsi que la face plantaire du 5e orteil et la moitié latérale de la face plantaire du 4e orteil, la peau plantaire du tiers ou du quart latéral de la plante du pied, la face plantaire du 5e orteil et la moitié latérale de la face plantaire du 4e orteil dépendent du nerf plantaire latéral.
le territoire moteur du nerf plantaire latéral, comprend les muscles annexés au cinquième orteil, c'est-à-dire le muscle abducteur, le muscle court fléchisseur du 5, comprend le muscle adducteur de l'hallux, comprend le muscle carré plantaire, comprend tous les interosseux et les muscles lombricaux numéro 2, 3 et 4. Voilà donc comment s'organise le plexus lombosacré. Plexus lombosacré qui se constitue à partir des rameaux ventraux des nerfs spinaux L4, L5, S1, S2, S3, qui présente des rameaux collatéraux essentiellement destinés à la ceinture pelvienne, à l'exclusion du cutané postérieur de la cuisse qui va innerver la peau de la face postérieure de la cuisse. Et le rameau terminal unique et important évidemment de ce plexus lombosacré, eh bien, c'est le nerf sciatique ou nerf ischiatique, nerf qui naît donc des rameaux ventraux des nerfs spinaux L4 à S3, qui, après un trajet intrapelvien au niveau de la paroi latérale du pelvis, arrive dans la région glutéale par le canal infrapiriforme, traverse la région glutéale dans son cadran inféromédial, puis présente un trajet vertical dans la région postérieure de la cuisse jusqu'à la jonction tiers moyen, tiers inférieur, où le nerf sciatique se termine en donnant les nerfs fibulaires communs et tibial. Dans son trajet dans la cuisse, le nerf ischiatique donne l'innervation des ischio-jambiers et du faisceau vertical du muscle grand adducteur. Le nerf fibulaire commun, rameau de division latérale du nerf sciatique, accompagne le tendon du muscle biceps fémoral et va arriver au niveau du col de la fibula où il se termine en donnant les nerfs fibulaires superficiels et profonds. Le nerf fibulaire commun donnera le nerf cutané sural latéral pour la peau de la partie supérolatérale de la jambe et un rameau communicant, essentiellement, je résume un peu, pour le nerf cutané sural médial. Le nerf fibulaire superficiel est le nerf de la loge des muscles fibulaires. C'est donc le nerf des éverseurs du pied et le nerf du maintien de la voûte plantaire. Ce nerf, par les nerfs cutanés dorsaux médial et intermédiaire du pied, sera également le nerf sensitif de la partie inférieure de la face antérieure de la jambe, de la peau du coup de pied et de la peau de toute la région dorsale, sauf de la peau de la première peau dorsale de la première commissure interdigitale. Le nerf fibulaire profond est le rameau de division médial et antérieur du nerf fibulaire commun. Ce nerf se destine à la loge antérieure de la jambe, c'est-à-dire qu'il va innerver les muscles tibiales antérieurs, long extenseur des orteils, long extenseur de l'hallux, éventuellement le troisième fibulaire, c'est donc le nerf des releveurs du pied, et sur le plan sensitif, c'est le nerf de la sensibilité de la face dorsale de la première commissure interdigitale. Sur le plan des pathologies, la paralysie du nerf fibulaire commun se traduit essentiellement par un déficit de l'extension du pied, déficit des releveurs du pied, qui se traduit en clinique par un stépage. Sur le plan enfin postérieur, le nerf tibial est le rameau de division médial du nerf sciatique. Il prolonge le trajet vertical vers le bas de ce nerf, traversant le creux poplité, puis la région postérieure de la jambe en passant entre le triceps en superficie et le plan profond des muscles postérieurs de jambe en profondeur. Il va arriver dans la région du canal tarsien où il se termine en arrière de la malléole médiale, donnant les nerfs plantaires latéral et médial. CF court sur la région plantaire. Le nerf tibial, c'est le nerf de la région postérieure de la jambe, innervant le triceps sural, les trois muscles profonds, qui sont des muscles longs fléchisseurs des orteils de l'hallux et le muscle tibial postérieur. Il donne également des rameaux articulaires pour le genou. Et le nerf tibial, sur le plan sensitif, donne ici le nerf cutané sural médial, qui devient nerf sural après avoir reçu un rameau communicant issu du nerf fibulaire du nerf fibulaire commun, le nerf sural
gagnant les espaces superficiels de la jambe, accompagnant la veine petite saphène et recueillant l'innervation postérolatérale de la jambe dans sa partie inférieure et la sensibilité du bord latéral du pied. Sur le plan clinique, la recherche du réflexe tricipital, le réflexe achilléen, explore le niveau médulaire S1. Nous en avons ainsi terminé avec l'étude des nerfs du membre inférieur. Le dernier cours d'anatomie du membre inférieur sera destiné à l'étude des espaces superficiels du membre inférieur, avec en particulier la topographie des veines grandes et petites saphènes, des lymphocentres du membre inférieur, et nous réaliserons également une synthèse de ces cours en mettant en place quelques coupes passées au niveau de la ceinture pelvienne, de la cuisse et de la jambe. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite